La cité au XVIIIe siècle, le premier jalon d'une reconfiguration de l'île. Pour introduire mon propos, j'aimerais simplement dire qu'à mon sens, les questions que l'on se pose aujourd'hui par rapport à ce quartier parisien, d'autant plus depuis l'incendie de Notre-Dame, eh bien, se rapprochent dans une certaine mesure des questions que l'on se pose au milieu du XVIIIe siècle. En effet, l'idée paraît être la même. Comment se réapproprier cet espace central de la capitale, si symbolique et pourtant en crise? Comment l'adapter aux exigences de notre époque? Ces interrogations donnent lieu au siècle des Lumières à de nombreux projets que je souhaite ici aborder rapidement, projets qui entraînent une reconfiguration de l'île de la Cité importante à partir de la fin du XVIIIe siècle. Une action qui conditionne aussi d'ailleurs l'aménagement de ce quartier dans la première moitié du XIXe siècle. De cela, hélas, ne subsiste cependant que peu de traces à cause des opérations haussmanniennes qui ont balayé tout l'espace entre le palais de justice et Notre-Dame dans les années 1860, une rupture majeure dans l'histoire de l'île. L'île de la Cité, par rapport à sa position centrale et son ancienneté, occupe à l'époque moderne une place particulière dans la mémoire parisienne. Bien qu'elle soit de plus en plus décriée au XVIIIe siècle en raison de ses dispositions insalubres, les contemporains lui reconnaissent volontiers une importance historique pour la naissance de la capitale. Dans son Paris tel qu'il était avant la Révolution, Thierry nous explique l'origine du nom de l'île de la Cité, je cite, qu'elle prit en 508 au moment où Clovis la déclara capitale de ses États et y fixa sa résidence. L'étymologie du mot cité, du latin civitas civitatis, rappelle d'ailleurs que durant tout le haut Moyen-Âge, Paris se résumait seulement à cet espace restreint. Le plan de la baie de la Grive, que vous voyez ici, donc un plan détaillé du quartier en 1754, rend parfaitement compte de l'état de l'île de la Cité à la fin de l'époque moderne, où se concentrent, je cite à niveau Thierry, l'église cathédrale, le palais archiépiscopal, le palais de justice, 10 paroisses, 2 hôpitaux, 2 communautés d'hommes, 4 chapelles, un marché, 4 places, une bibliothèque publique, une prison et 2 quais. Cette rapide description nous rappelle les différentes fonctions de l'île. Elle revêt à la fois une dimension politique et judiciaire importante avec le palais où siège le Parlement et une grande vocation religieuse avec la cathédrale et ses nombreuses petites églises. Louis-Sébastien Mercier, dans son tableau de Paris, souligne quant à lui que c'est aussi un lieu très peuplé, à la différence d'aujourd'hui, et dont il critique l'aspect chaotique. Je cite. Paris n'a pas été faite en un jour, dit le proverbe. On le voit dans la cité. On y est convaincu par ses propres yeux que cette ville s'est formée au hasard et de la réunion imprévue d'un grand nombre de maisons. Chacun a d'abord choisi son emplacement d'après les édifices publics, les temples, les places. On n'a jamais songé à l'alignement des rues, c'est-à-dire à l'agrandissement futur de la ville. De là les places resserrées, les angles, les détours, et voilà pourquoi cet ancien quartier offre un spectacle désagréable de maisons petites, écrasées. L'architecte Pierre Pat, partisan d'un urbanisme moderne, se montre quant à lui encore plus sévère dans son jugement du quartier. Je cite. La cité n'a presque point changé depuis 3 siècles. Elle est restée dans l'état de confusion où l'ignorance de nos pères l'a laissée. En effet, en dehors de l'aménagement de la place Dauphine, les interventions sur le tissu urbain densément bâti du cœur de l'île se résument pour la période moderne à la destruction de quelques églises, donc, par exemple, les paroisses qui ont été supprimées au début du XVIIIe siècle pour permettre l'agrandissement du parvis de Notre-Dame par Beaufranc, que vous voyez ici donc, sur le plan de la Grive et ici les vestiges retracés sur le plan archéologique de la ville de Paris. Et donc, ces églises étaient Saint-Jean-le-Rond, le Baptistère, Saint-Christophe et Sainte-Geneviève des Ardents, qui étaient des églises en mauvais état et jugées encombrantes, que l'on démolit notamment pour laisser place à l'hôpital des enfants trouvés qui se trouve ici. Mais cet immobilisme dans lequel semble figée donc l'île de la Cité ne tarde pas à prendre fin face à certaines urgences. On a par exemple la reconstruction à partir de 1771 sur le plan de Cherpitel de l'église Saint-Barthélemy en la Cité, puisqu'elle menace ses ruines, comme bien d'autres édifices religieux qui montrent bien véritablement que les choses commencent à bouger. Puisque c'est en effet face à des risques toujours plus importants, des incendies, inondations, épidémies, que s'accélère la réflexion autour d'un réaménagement toujours plus nécessaire de l'île. Il faut en effet, en premier lieu, assainir ce quartier trop densément et trop mal construit, puisque les ponts eux-mêmes sont couverts de maisons. Vous voyez ici le pont au Change et ici le pont Notre-Dame. Et il faut donc procéder à des destructions pour permettre à l'air de circuler. Il faut aussi dégager les abords de la Seine et canaliser son cours pour lutter contre les crues dévastatrices de l'hiver. Il faut savoir que la rivière est de plus encombrée par de nombreuses activités artisanales polluantes,
en plein cœur de la ville, mais aussi par des moulins qui entravent la navigation. Il faut enfin rendre sa dignité à cet espace décrié par des opérations d'embellissement fortes. En définitive, il s'agit donc bien de se réapproprier l'île de la Cité afin de répondre à toutes ces problématiques pour lui redonner sens. Alors que l'on ambitionne de faire de Paris une ville moderne, une ville commode, la Cité se retrouve ainsi au cœur de nombreux projets aspirant aussi à sa monumentalisation. Des théoriciens encouragent dans ce cadre d'éviter, je cite, la monotonie et la trop grande uniformité et d'affecter au contraire de la variété et du contraste dans les formes afin que tous les quartiers ne se ressemblent pas. Ceci était la parole de Pierre Pat. On cherche ainsi à tirer parti des atouts propres de la cité, parmi lesquels la recherche d'un certain patrimoine à mettre en valeur, le même Pierre Pat rappelant que les deux principaux édifices de cette île, savoir l'église Notre-Dame et le palais, n'ont point d'issue convenable. Mais il faut aussi rappeler le caractère insulaire de l'île de la Cité, alors que l'on veut rendre aux Parisiens le spectacle de la Seine, un fleuve devenu presque invisible dans les parties centrales de la capitale. Parmi les suggestions les plus marquantes, Pierre-Alexis Delamer propose en 1737 la réunion des trois îles de la Seine, c'est-à-dire la Cité, l'île Saint-Louis et l'île Louviers, avec la suppression des maisons sur les ponts et la construction d'une ceinture de quais. On a également la réalisation d'une place trapézoïdale devant Notre-Dame qui est prévue, mais aussi le déplacement de l'Hôtel-Dieu et le réaménagement de la place Dauphine. En 1767, à l'occasion de la réalisation d'un ouvrage regroupant différents projets pour la construction d'une place Louis XV dans la capitale, Pierre Pat rassemble quant à lui sur un plan unique différents projets de ses confrères. Certains concernent alors directement l'île de la Cité, comme celui de Pitrou que vous voyez en haut, qui envisage une place à la forme circulaire parfaite en plein cœur du quartier, dont il prévoit aussi de dégager les ponts ainsi que les berges par l'aménagement de quais. On a également un autre projet important qui prend place sur l'île de la Cité, qui est dû à Soufflot, que vous voyez juste en dessous en A, et qui, comme Delamer, a pour ambition de rassembler les îles de la Seine en proposant la création d'une place à l'emplacement du pont Rouge, c'est-à-dire le petit pont de bois qui relie alors l'île de la Cité à l'île Saint-Louis. Et l'ensemble de cette place donc adopte un plan carré et est ouvert sur deux côtés vers la Seine, ainsi théâtralisé. Enfin, Pierre Pat publie aussi son propre programme, pour le moins radical. Il souhaite regrouper la Cité et l'île Saint-Louis, mais surtout, il ne souhaite conserver que Notre-Dame et propose, je cite, de raser 17 petites églises entièrement inutiles, lesquelles n'ont point la grandeur ni la dignité convenable pour représenter la demeure de l'être suprême. Il n'épargne alors même pas le palais de justice ni la Sainte-Chapelle. Et si Notre-Dame est conservée, elle est cependant déchue de son titre de cathédrale pour devenir la simple paroisse de la Cité, car l'architecte prévoit de bâtir à l'emplacement de la place Dauphine une nouvelle cathédrale. À ces projets presque utopiques par rapport aux moyens réellement disponibles pour réformer aussi radicalement l'île de la Cité, succèdent des propositions certainement plus adaptées aux aspirations concrètes du XVIIIe siècle. Les plus célèbres sont alors celles de l'architecte Pierre-Louis Moreau en 1769, qui obtiennent d'ailleurs l'appui des autorités, et que vous voyez ici donc, sur des plans du cours de la Seine. Alors, ce projet autour du réaménagement du fleuve s'articule autour de 23 opérations principales qui doivent concourir à un réaménagement global du cours de la Seine dans Paris. La Cité est alors l'objet de plusieurs propositions. Plutôt que de la réunir à l'île Saint-Louis, l'architecte préconise la construction d'un pont permanent débouchant sur une nouvelle place circulaire, contribuant aussi à l'embellissement des lieux. Donc, vous voyez ici à gauche ce pont qui relie l'île Saint-Louis à l'île de la Cité avec cette nouvelle place circulaire ouvrant donc sur le quartier. Pour faciliter les communications au sein de l'île, mais aussi pour l'assainir et monumentaliser ses abords, Moreau propose aussi la suppression des maisons sur le pont Notre-Dame et sur le pont au Change, ainsi que la réalisation d'une ligne de quai pour endiguer toute future inondation. Des dispositions similaires sont envisagées pour toutes les autres rives de la Seine que nous ne voyons pas ici dans les projets à l'écran. Des aménagements également plus symboliques sont également envisagés à la manière de l'achèvement de la régularisation du parvis de la cathédrale, que l'architecte souhaite doubler d'une nouvelle place circulaire au débouché de la rue Neuve-Notre-Dame qu'il souhaite élargir également. Et cette place circulaire doit accueillir le premier mille de France pour le calcul des distances sur tout le territoire, à l'exemple en fait du premier mille de Rome, de la Rome antique bien sûr. Les solutions financières imaginées par Moreau paraissent cependant demeurer insuffisantes pour entreprendre de tels aménagements,
et aucun chantier n'est réellement entrepris. Ce sont finalement de nouvelles catastrophes, les incendies de l'Hôtel-Dieu en 1772, puis du Palais de Justice en 1776, ainsi que de nouvelles inondations catastrophiques qui déclenchent les premières opérations de grande ampleur sur l'île de la Cité. La question de l'Hôtel-Dieu est intéressante car elle entraîne un grand débat qui encourage le déménagement de cette institution du centre de la capitale par rapport, bien sûr, aux risques sanitaires que présente un tel emplacement. Et pourtant, l'Hôtel-Dieu se trouve toujours aujourd'hui sur l'île de la Cité, puisqu'au XVIIIe siècle, on entreprend finalement tant bien que mal sa reconstruction sur les berges de la Seine, en s'appuyant sur les célèbres cagnards que vous voyez ici, qui permettent d'avoir accès au fleuve pour les besoins de l'établissement, comme le lavement du linge. Cela peut paraître paradoxal, puisque sur l'autre bras de la Seine, on puise toujours l'eau pour alimenter Paris grâce à la pompe Notre-Dame, et ce malgré l'installation d'activités artisanales sur les mêmes berges, notamment des teinturiers du côté de la rue de la Pelleterie. En 1776, l'incendie du Palais de Justice, dont on voit ici les dispositions avant les transformations du XVIIIe siècle, ouvre de nouvelles perspectives pour un réaménagement ambitieux de l'île. Différents architectes proposent en effet, à l'occasion de la reconstruction de l'édifice, de créer une place Louis XVI. Ils sont nombreux alors à suggérer la construction d'un monument en l'honneur du roi à la pointe de la Cité, en digne successeur d'Henri IV, déjà présent sur le terre-plein du Pont-Neuf. Parmi ceux-ci, vous avez notamment les architectes Gisors ou même Antoine, qui placent une statue de Louis XVI face à son ancêtre, mais réaménagent également toute la place Dauphine. Gisors propose par exemple la création d'une nouvelle place ouverte sur un arc de triomphe à l'antique, tandis qu'Antoine, lui, envisage quant à lui d'ouvrir la place pour créer un nouvel accès monumental au palais de justice du côté occidental, ce qui est accompli au XIXe siècle. Antoine imagine aussi d'autres aménagements des abords orientaux du palais de justice, comme vous pouvez le voir sur ce plan, et qui concernent également tout le quartier de l'île de la Cité. Il dote alors le parvis de Notre-Dame d'un grand portique relié par une rue large à une place de forme ovale qui rappelle bien sûr le projet de la place du 1er mille de Moreau. Enfin, afin de magnifier la nouvelle cour d'honneur du palais de justice, dont on entreprend également la reconstruction, il projette d'établir une place semi-circulaire face à celle-ci. Cette place, que vous voyez donc de ce côté-là, comprend deux entrées monumentales faisant office de propylée à deux églises de part et d'autre de la place, Saint-Barthélemy en plein travaux et Saint-Éloi, et il complète l'ensemble par une nouvelle perspective, une nouvelle rue donc, ouvrant sur l'église Sainte-Madeleine de la Cité qu'il imagine reconstruite en rotonde. Et cette nouvelle rue régulière doit aussi contribuer à l'assainissement du quartier. Les restructions de la cour du Mai finalement entreprises, qui comprennent la suppression de l'ancienne enceinte médiévale du palais, entraînent véritable un nouveau chantier appelé à bouleverser profondément les dispositions de l'île. En effet, une place semi-circulaire vient dégager les abords orientaux, comme prévu par Antoine, et reprend ainsi les différentes idées de place ronde proposées depuis les années 1750. L'architecte des maisons en élabore les dessins avec Antoine et Moreau, qui suit les dispositions d'un immeuble récemment construit par le Noir le Romain, que vous voyez juste ici, rue de la Barillerie. Alors cet ensemble est constitué donc d'un rez-de-chaussée à arcades, et il forme un ensemble cohérent pour mettre en valeur l'ancien palais des rois. Le projet comprend également le perçonnement d'une rue à travers la cité, comme proposé par Antoine, destinée à ventéliter le cœur du quartier et achevée par la Madeleine à la cité reconstruite, comme vous pouvez le voir ici. Faute de moyens, cependant, ce percement est interrompu et seule la place est véritablement achevée à la fin du XVIIIe siècle. Parmi les autres mesures venant profondément impacter l'île de la Cité, il y a également le relancement du programme du réaménagement du cours de la Seine de Moreau, avec l'édit de 1786 qui décrète un emprunt pour ce faire de 30 millions de livres. Les premières opérations entreprises sont les démolitions des maisons sur le pont Notre-Dame et sur le pont au Change, ce qui modifie profondément les abords de la Cité. Cela s'accompagne bientôt également de la décision d'entreprendre la construction d'une ceinture de quais pour protéger l'île des assauts des crues du fleuve. Ces mesures sont cependant très mal accueillies par les habitants délogés par les grands chantiers de démolition qui actent une rupture majeure dans le rapport entre la ville et son fleuve. Désormais, ce dernier est voué à la circulation fluviale et se voit progressivement débarrassé des activités artisanales comme celle des teinturiers qui occupaient ces berges jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. La démolition des maisons et des ateliers établis sur les rives révèlent soudainement l'aspect des rues très irrégulières de la cité, comme vous voyez ici par exemple la rue de la Pelleterie,
dont un côté entier a été démoli. Et finalement, ici, eh bien, au risque des catastrophes naturelles et donc à la volonté de prévention de toutes ces urgences, eh bien, on a également la volonté de monumentalisation de l'île de la Cité qui intervient, puisqu'on va avoir un nouveau projet pour transformer l'île de la Cité depuis donc, ses abords sur le fleuve. En effet, on a des dispositions plus ambitieuses qui sont prises spécialement pour embellir le quai en cours de construction entre le pont Notre-Dame et le pont au Change, avec un projet de lotissement élaboré en 1788 par l'architecte Bernard Pauillet pour l'emplacement de la rue de la Pelletrie. L'ensemble présente alors des dispositions sobres avec 4 étages reposant sur un rez-de-chaussée arcade pour installer des boutiques. Ce programme architectural, comme ceux de la place du Palais de Justice, illustre en fait une grande évolution de la morphologie du bâti parisien à la fin de l'Ancien Régime. En effet, on passe progressivement des étroites maisons à de véritables immeubles. À la fin du XVIIIe siècle, l'île de la Cité est donc le théâtre de très ambitieux chantiers, cependant contrariés par les événements révolutionnaires. Vous voyez ici par exemple les travaux de l'église Saint-Barthélemy, à peine achevés, et l'église démolie ici lors de sa vente en tant que bien national. Et il faut donc attendre le début du XIXe siècle pour que l'on puisse véritablement achever les projets entrepris et qui demeurent jusqu'alors suspendus, mais selon des dispositions différentes au regard de l'évolution de la situation. Par exemple, le quai entre le pont au Change et le pont Notre-Dame n'est ainsi jamais loti, en raison surtout de la résistance des anciens propriétaires qui dénoncent une opération de spéculation. Et on installe à la place le premier marché aux fleurs de l'île de la Cité, dont l'utilité publique calme les derniers réfractaires. À nouveau, eh bien, ce programme est l'occasion de propositions ambitieuses pour embellir ce quartier central, notamment de l'architecte Lenoir le Romain, donc celui qui a acquis durant la Révolution l'ancienne église Saint-Barthélemy, à peine achevée sur les dessins de Charcutel, et qui, comme je vous le disais, l'a fait démolir afin de construire à la place le théâtre de la Cité. Et il propose ainsi un projet de marché aux fleurs en 1807, que vous voyez ici à l'écran, qu'il conçoit comme une promenade plantée, le marché devant se tenir alors dans des petits pavillons et galeries couvertes avec des gradins en maçonnerie qui sont prévus pour les vendeurs. Il agrémente également l'ensemble de fontaines et au-delà des visées lucratives de l'architecte spéculateur, on voit bien que le projet présenté doit servir au décor de l'île mise en scène depuis le fleuve. Mais ce sont finalement des dispositions plus simples qui sont adoptées par mesure d'économie, le marché n'étant finalement matérialisé que par une plantation de 4 rangées d'arbres ornées de 2 fontaines, que vous pouvez voir ici donc finalement dans ces dispositions avant sa disparition sous le Second Empire. On a cependant une dernière tentative d'embellissement du quai qui est entreprise avec l'élaboration d'un projet de régularisation des façades des anciennes maisons de la rue de la Pelletrie sur le côté, celle qui a été donc épargnée par les démolitions pour la construction du quai. Alors, ce projet reprend le décor du théâtre de la Cité construit par Lenoir à l'emplacement de l'église Saint-Barthélemy et qui reprend lui-même en fait les dispositions de la place du Palais de Justice et de la rue de la Barillerie, ce qui souligne encore finalement eh bien, une volonté d'harmoniser l'aspect de l'île de la Cité depuis l'extérieur. L'obligation faite aux propriétaires de rebâtir leur façade selon un programme dressé par les autorités, donc voilà ce dessin, est finalement abandonnée par rapport au coût que représente cette opération. Finalement, c'est encore sous l'Empire que sont menés d'autres chantiers qui avaient été amorcés à la fin de l'Ancien Régime. Alors, l'achèvement de la ceinture du quai tout autour de l'île d'abord, afin de la mettre définitivement à l'abri des crues du fleuve, toujours plus canalisées, mais aussi avec la démolition des maisons sur les ponts du petit bras de la Seine, ou encore le remaniement du parvis de Notre-Dame en rapport avec la reconstruction de l'Hôtel-Dieu. Et vous voyez ici les aménagements en 1802, donc de la place du parvis de Notre-Dame, avec la démolition de l'ancienne chapelle de l'hôpital, avec l'architecte Clavaro qui reconstruit une nouvelle entrée pour l'hôpital sous la forme d'un portique à colonnes doriques, monumentalisant ainsi les abords de la cathédrale. Mais il faut quand même noter qu'il s'agit d'opérations beaucoup moins ambitieuses que ce qui était donc prévu pendant l'époque des Lumières. Alors, l'inachèvement de certaines entreprises, particulièrement celle de la rue face au Palais de Justice, démontre cependant rapidement l'insuffisance de toutes ces opérations entreprises à la fin du XVIIIe siècle et achevées donc sous l'Empire, qui ne font en fait qu'effleurer le tissu urbain très dense que présente encore la cité et que l'on ambitionnait pourtant d'aérer donc depuis les années 1750.
Alors que l'ensemble de la capitale connaît d'importantes crises sanitaires avec les épidémies de choléra dans les années 1830, aggravées notamment par l'entassement d'une population toujours plus nombreuse dans des quartiers insalubres, de nouveaux chantiers d'envergure sont finalement mis en place pendant la monarchie de Juillet pour y remédier. Alors ces nouveaux chantiers vont à nouveau modifier de manière assez ambitieuse finalement ce quartier central de la capitale, avec notamment le projet mené à bien du percement de la rue dans l'axe de la place du Palais de Justice, que vous voyez ici donc, dans les photos de Charles Marleville, avant la disparition donc, de ce quartier sous le Second Empire. Et donc, cette nouvelle rue de Constantine est d'ailleurs bordée de bâtiments d'une typologie moderne, des fameux immeubles dits rambutéens qui annoncent en fait l'urbanisme haussmannien. Et cette opération semble d'ailleurs résoudre la crise sanitaire dont souffrait particulièrement le quartier de l'île de la Cité, et ce dont témoigne le conseil municipal de 1846 qui statue sur les améliorations du quartier qui avaient été entreprises dans les années 1835, et d'où vous voyez ici donc, le plan pour aménager donc, le quartier dans les années 1830. Et le conseil municipal considère en 1846 que les nouvelles rues d'Arcole et de Constantine, des voies larges et faciles, ont été des percements qui ont fait pénétrer l'air et la lumière dans cette partie insalubre de la capitale, rendant d'ailleurs inutile la poursuite de l'alignement des voies secondaires de la cité selon le premier plan établi, et donc qui témoigne bien de la réussite de tous ces aménagements qui sont hérités directement des projets de la fin du XVIIIe siècle. Vous voyez donc l'île de la Cité à la veille de la disparition du quartier entre Notre-Dame et le Palais de Justice. Cette opération rambutéenne, qui vient donc parachever ses ambitions du siècle des Lumières pour le cœur de Paris, paraît donc parfaitement réussie, mais reste donc ignorée par l'action d'Haussmann sous le Second Empire, qui ne voit en l'ancienne cité, je cite, qu'un repère insalubre de voleurs et d'assassins. Alors bien sûr, si raser ce quartier n'était certes pas une option inédite dans les années 1860, cette opération a cependant complètement nié les aménagements venus répondre avec un certain succès aux problématiques donc, que présentait ce quartier à la fin de l'époque moderne. Ceci avec le rétablissement de communications efficaces au sein de l'île, sans la réduire en un simple lieu de passage, favorisant aussi la mise en valeur de son patrimoine séculaire sans l'isoler complètement. Mais aussi avec une reconquête des berges de la Seine qui joue un nouveau rôle tant sécuritaire que spectaculaire dans leurs nouvelles dispositions. Des entreprises qui auraient donc peut-être pu à elles seules réintégrer durablement l'île de la Cité au cœur d'une capitale se modernisant, en respectant peut-être davantage son identité, au contraire des ruptures très fortes décidées 2 décennies seulement après l'achèvement des travaux rambutéens, créant de nouvelles problématiques auxquelles il semble nous sommes encore aujourd'hui confrontés. Je vous remercie.